L'OFCE, c'est un président. Je suis directeur du département analyse et prévision. C'est le département qui doit s'occuper des prévisions macroéconomiques à l'horizon de entre 2 et 5 ans et qui doit faire de l'évaluation des politiques économiques et qui joue un rôle de contre-expertise de toutes les évaluations qui sortent du ministère de l'économie et de certaines évaluations du ministère du Travail. Donc, on va voir pendant une quarantaine de minutes quelles sont les possibilités de rebond et les perspectives économiques suite à la crise de la Covid. Mais globalement, il me semblait être intéressant, avant de passer sur ces perspectives, de rappeler deux graphiques. Pourquoi ? Parce que je pense que dans les administrations, ces deux graphiques que je vais vous présenter ont un peu marqué les esprits. Et ça permet d'expliquer un grand nombre de décisions de politique économique en France, dans d'autres pays également. Alors, c'est quoi ces graphiques ? C'est des graphiques qui sont réalisés par des spécialistes de la répercussion des pandémies sur l'économie. L'économie, c'est comme dans beaucoup de disciplines, il y a un grand nombre de spécialités et il y a dans le monde, alors ils sont essentiellement basés en Australie, c'est l'équipe de McKibben qui étudie ça de très près et globalement, dès le mois de février, nous indiquait que une pandémie allait avoir des répercussions, en tout cas celle du Covid qui tout de suite a été considérée comme une pandémie sévère, allait avoir comme répercussion à peu près une récession entre 8 et 10 points de PIB dans tous les pays développés. Donc vous voyez très vite le chiffre de 10 points de PIB de récession ou d'impact de ce Covid sur les pays développés était présente dans un grand nombre d'administrations et donc une récession inédite, c'est-à-dire qu'il faut rappeler, vous voyez, la crise des subprimes, ça avait enlevé 2,5%. Vous voyez, donc là, on est 4 fois au-dessus de la récession de 2008. Et le deuxième graphique qui a fait beaucoup parlé, c'était celui-ci, c'est-à-dire que toutes ces études indiquaient une sorte de corrélation entre la récession et le taux de mortalité. Et que globalement, vous voyez, si on était parti sur une récession de moins 10, alors le taux de mortalité allait être aux alentours de 1 point. Et donc, vous voyez, sur la base de ces deux graphiques, les administrations, beaucoup d'administrations, dont l'administration française, a dit, bon, de toute manière, la récession, on ne va pas l'éviter. C'est-à-dire que ce que nous indiquait, je peux revenir 2 minutes sur ce graphique-là, c'est que ces Australiens, c'est que globalement, une pandémie, que vous preniez des mesures très strictes de confinement ou des mesures beaucoup moins strictes, au bout du compte, vous allez avoir quand même 10 points de PIB. C'est-à-dire que c'est à la fois des chocs de demande, des chocs d'offres. Alors, chocs de demande parce que de toute manière, la consommation allait être empêchée, mais aussi des chocs d'offres et notamment chocs d'offres de main-d'œuvre. Parce que soit vous confinez les gens chez eux et donc vous les empêchez d'aller travailler, soit ils tombent malades et de toute manière ils ne peuvent pas aller travailler. Les écoles risquent d'être fermées, donc du coup il y aura des gardes d'enfants. Enfin, quoi qu'il arrive, il va y avoir un empêchement aussi d'offres de main-d'œuvre et donc ça allait coûter à peu près 10 points de PIB. Et donc vous voyez, très vite, les gouvernements se sont dit bon, on ne va pas éviter une franche récession. En revanche, ce qu'on veut éviter, c'est un taux de mortalité, c'est cette corrélation avec le taux de mortalité. Et donc, dans beaucoup de pays, dont la France, on a décidé globalement de mettre sous cloche l'économie, donc de provoquer la récession, parce que celle-ci, elle a pour le coup été provoquée, la récession qu'on vit aujourd'hui a été provoquée, même si on l'aurait sans doute eu, mais à échéance peut-être un peu plus longue. On l'a provoquée tout de suite par des mesures de confinement assez strictes, et on verra par la suite. Et donc, globalement, on va avoir finalement ces 10 points de PIB, voire peut-être un peu plus d'après le gouvernement. Enfin, le gouvernement est sur moins 11, mais vous voyez, c'est des ordres de grandeur à peu près comparables. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous voyez que globalement, il va y avoir à la fois un choc d'offres et de demande. Alors, pourquoi c'est important de le dire ? Parce que globalement, c'est assez rare. Dans des crises, il y a soit un choc d'offres qui apparaît, soit un choc de demande. Et donc, globalement, on connaît les canaux de transmission et on sait surtout ce qui risque de se produire sur les prix.
Là, le problème, c'est que puisque c'est à la fois un choc d'offres et de demande, il va y avoir des éléments qui vont plutôt aller vers une désinflation et d'autres éléments qui vont aller plutôt vers une inflation. Et ça, c'est extrêmement important parce que d'abord, c'est important pour savoir dans quel monde on va vivre, est-ce que l'inflation va repartir, et deuxièmement, c'est aussi le rôle des banques centrales pourrait être différent si le côté inflationniste l'emportait sur le côté désinflationniste. Alors, qu'est-ce qui est désinflationniste? C'est le choc de demande. Donc, il y a un choc de demande extrêmement important, et ça, globalement, quand vous fermez les magasins, quand vous fermez un certain nombre de commerces, quand vous coupez aussi les frontières, ben, globalement, il y a des touristes qui viennent moins, il y a des demandes intérieures extérieures qui sont moins fortes, et donc ça c'est désinflationniste. Alors pour l'instant, on le voit essentiellement sur le prix du baril. Vous voyez, le baril s'est effondré pendant cette crise. C'est essentiellement lié à un effet de demande, même s'il y a eu au début un tout petit effet d'offre aussi, parce qu'il y a eu des petites disputes entre l'OPEP et la Russie, plus exactement entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Mais globalement, le choc de demande, on le voit sur les prix du baril qui ont baissé. Ils ont même, là c'est des données mensuelles, mais journaliers, ils sont même descendus jusqu'à moins 37. C'est-à-dire que les prix sont devenus négatifs à un moment sur le pétrole. C'est-à-dire qu'il y avait des producteurs qui voulaient se débarrasser de leur stock, tellement le stock coûtait cher. Ils étaient prêts à payer pour qu'on leur débarrasse de leur stock. Donc, il y a d'un côté ce choc négatif sur l'inflation, mais il y a aussi tout le canal de l'offre, et notamment du côté bien sûr de la main-d'œuvre, mais j'en ai déjà dit un mot, mais aussi du côté des chaînes d'approvisionnement. Et donc un grand nombre de productions a dû s'arrêter parce que globalement il manquait une ou deux pièces. Vous voyez qu'aujourd'hui, notamment dans l'industrie, un bien moyen a à peu près 17 nationalités dans l'assemblage. Donc il suffit que ces chaînes d'approvisionnement s'arrêtent pour que globalement on ne puisse plus produire, ou alors il faut aller trouver un substitut, mais généralement le substitut coûte plus cher, et donc du coup il y a des tensions inflationnistes qui pourraient apparaître. Donc qu'est-ce qui va gagner entre ce côté offre et ce côté demande en termes d'inflation? C'est une des grandes questions, et la première réponse que l'on peut formuler, c'est celle-ci. Alors c'est quoi? C'est globalement les anticipations que font aujourd'hui les agents de l'inflation dans 5 ans. Et donc vous voyez, c'est aujourd'hui pour dans 5 ans. Donc, c'est des données qui sont journalières. Et donc là, c'est des données qui datent d'hier. Et on voit très bien, notamment en zone euro, hein, que l'inflation est plutôt orientée à la baisse. Et donc, je ne sais pas si je vais essayer de vous le montrer avec... Hop, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'essaie de faire marcher ce pointeur. Bon, écoutez, j'arrive pas à le faire marcher, c'est pas très grave. Mais globalement, vous voyez que à la fin de la période, on est plutôt sur une anticipation d'inflation aujourd'hui, pendant 5 ans, proche de 1% en zone euro, alors que je vous rappelle que la cible de la Banque centrale, c'est d'arriver à une inflation proche de 2%, légèrement en dessous de 2%. Donc là, on s'éloigne de la cible de la Banque centrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en partie que les agents anticipent plutôt que c'est le choc de demande qui va l'emporter sur le choc d'offre. Et surtout, pour une banque centrale, ça veut dire que globalement, elle ne va pas se soucier des risques inflationnistes de sa politique. Au contraire, elle va essayer de faire des politiques qui pourraient ramener cette inflation à 2%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un premier argument, c'est qu'on va rester dans un monde où taux d'intérêt et taux d'inflation vont rester extrêmement faibles pendant un grand nombre d'années encore. Enfin, on peut partir sur un horizon de 5 ans. Donc, dans les 5 prochaines années, on devrait être encore avec des taux d'intérêt faibles et un taux d'inflation faible. Donc, les banques centrales vont être à la manœuvre pendant un certain nombre d'années encore. C'est le premier élément qu'il faut garder à l'esprit. Si je regarde maintenant en termes je rentre un peu plus dans le détail sur qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce confinement. Globalement, donc ça c'est pour la France, on reviendra sur les autres pays. C'est au tout début du confinement, chaque jour de confinement, ça a enlevé 36% de l'activité. C'est gigantesque, c'est un choc qui n'a jamais été observé, mais c'est un choc qui est
sectoriel, c'est-à-dire que globalement, vous avez des secteurs qui ont perdu 90% de leur activité chaque jour de confinement. Donc, c'est l'hébergement, la restauration. Vous voyez que la construction ne tournait qu'à peine 12% pendant le début du confinement. Donc, c'est des chocs extrêmement violents pour un certain nombre de secteurs. Donc, 32%, 30%, c'est une sorte de moyenne, avec des secteurs qui tournaient à moins 90. Donc, il y avait la construction dans ce secteur-là. Et en revanche, d'autres secteurs, comme notamment le secteur non marchand, qui tournait quasiment à plein régime, enfin aux alentours il perdait que 15%, donc c'était moins grave. Donc attention, il va falloir garder ça aussi à l'esprit, c'est-à-dire que c'est un énorme choc macroéconomique, mais c'est surtout un choc qui est hétérogène d'un point de vue des secteurs. Alors, au niveau mondial, si je prends le mois d'avril, admettons, vous voyez ce que vous dit ce graphique-là, c'est que dans le monde, il y a une récession de 20%, 19,3. Vous voyez, c'est le petit carré qui est en bas, c'est-à-dire que le monde, au mois d'avril, a connu une récession de moins 20. D'accord, moins 19. Et vous avez la diagonale qui est assez intéressante, c'est de dire chaque pays n'a pas été impacté de la même manière par le confinement. Et vous voyez que la France, c'est la première ligne tout en haut. Vous voyez que vous avez à la fois un choc qui est un choc des résidents, donc c'est 24,8, donc il y a un choc de 25% de récession, mais donc ça c'est provoqué par les résidents français, mais il y a aussi les touristes qui ne sont pas venus, la demande étrangère qui ne sont pas venus, et donc au total, le choc a été de moins 30. Donc vous voyez que selon votre degré d'ouverture, votre choc a été plus ou moins fort, et donc vous voyez que les trois principaux pays qui ont été impactés dans le monde par ce Covid, c'est des pays du sud de l'Europe, et la France fait partie de ces pays-là. Donc vous avez certes l'Espagne qui fait moins bien, moins 35, avec l'Italie à moins 32, mais arrive tout de suite la France. Alors c'est sans doute lié au fait que la France a pris des mesures, comme on verra, de confinement assez strictes et assez rapides, comme l'Italie et comme l'Espagne, mais aussi que sectoriellement, on est spécialisé, ou en tout cas le poids d'un certain nombre de secteurs est plus important, et ces secteurs-là ont été un peu plus impactés. On pense notamment au tourisme, à l'hébergement, à la restauration, qui ont des secteurs assez forts dans ces pays-là, et malheureusement, puisque les touristes ont arrêté de venir et que globalement ces secteurs-là ont été le plus impactés, on a été un peu plus impacté que les autres. Donc ça se retrouve dans ce slide-là où vous voyez les trois pays du dessus de l'Europe, avec la France qui est dans la moyenne de l'Union européenne, mais dans une moyenne quand même haute. Donc effectivement, au mois d'avril, la France sort pénalisée de ce moment de confinement, avec l'Allemagne qui tourne plutôt aux alentours de moins 24, moins 25, comme le Royaume-Uni ou comme les États-Unis. Alors vous voyez, ces mesures de confinement, vous les voyez très bien ici. C'est-à-dire que globalement, bien sûr, le premier pays qui a commencé son confinement, c'est la Chine, c'est le très jeune. Donc on voit a commencé son confinement avant tout le monde et est monté assez vite et à un niveau assez élevé, et se déconfine à partir du mois d'avril. Vous voyez, après, il y a le bleu ciel, c'est l'Italie, et puis le bleu marine, c'est la France. Et effectivement, la France s'est confinée en 3e ou 4e position avec l'Espagne, mais est montée très vite, très haut. Et donc, au mois d'avril, effectivement, c'est l'un des pays qui avait l'intensité de confinement la plus importante. On pourra revenir, si vous voulez, dans les questions. Mais globalement, ça explique, vous voyez, que l'on trouve d'un coup l'Italie, l'Espagne et la France, parce qu'on est allé plus vite que d'autres, et on est monté plus haut. Alors, j'aurais pu mettre la Suède, qui est un élément assez intéressant, où on voit que la Suède est rentrée très tardivement dans le confinement, et que petit à petit, ils sont en train de confiner, ou le Royaume-Uni, qui aujourd'hui c'est le pays qui a une intensité de confinement la plus importante. Donc, vous voyez, le classement d'un jour n'est pas forcément le classement du lendemain. Et là, on retrouve un peu l'idée des Australiens, de McKibben, en disant, de toute manière, ce coup-là, vous allez l'avoir. Soit vous l'avez tout de suite, soit vous l'avez un peu plus tard, mais globalement, vous allez avoir un coût important. Alors après, il y aura sans doute des différences. Si vous manquez votre confinement, ça peut vous coûter un peu plus cher. Mais vous voyez que globalement, il va falloir analyser ça sur pas un mois ou 2 mois, mais bien sur une période un peu plus longue, parce qu'on n'en est malheureusement qu'au début dans un certain nombre de pays.
Alors, c'est un choc qui est hétérogène dans les pays, c'est aussi un choc qui est hétérogène dans les secteurs. Et donc, vous voyez, dans le monde, globalement, il y a un secteur qui a été beaucoup plus pénalisé que n'importe quel autre secteur, c'est celui de l'hébergement, la restauration, puis en deuxième, le commerce, et en troisième, la construction. Vous voyez, ça, c'est des données au niveau mondial, hein, c'est pas qu'au niveau de la France. Et vous voyez que la construction dans le monde, bah, il y a eu un choc d'à peu près moins 35%. Hein. Vous voyez, c'est un choc non nul. Et il n'y a que le commerce ou l'hébergement et la restauration qui ont connu pire. Et puis, de l'autre côté, vous avez les services non marchands ou l'industrie agroalimentaire qui connaissent des tout petits chocs par rapport à ces derniers. Donc, vous voyez, quand vous couplez les deux, bah, vous avez peut-être un graphique qui n'est pas très clair, mais vous voyez, typiquement, je l'aime beaucoup si on veut comprendre la différence entre la France et l'Allemagne. Eh ben, regardez la ligne construction. Vous voyez que globalement, la France a eu une incidence c'est le trait bleu un peu au milieu, donc une incidence sur son secteur construction beaucoup plus forte que la moyenne. La moyenne, c'est le point orange. Et quand vous regardez l'Allemagne, elle a eu au contraire un secteur de la construction qui a été beaucoup moins pénalisé que la moyenne. Donc vous voyez, si vous voulez comprendre aussi les différences franco-allemandes, la construction aide beaucoup à comprendre et le fait qu'on ait mis des mesures barrières beaucoup plus fortes dans ces secteurs-là bah, indique du coup un ralentissement un peu plus fort de l'économie en général. Alors après sur l'emploi, je vais quand même essayer de retrouver ce pointeur laser. Ah voilà, je l'ai retrouvé. Ce pointeur laser parce que c'est assez intéressant de se dire qu'on a eu un choc assez conséquent, mais vous voyez qu'au mois d'avril, ce choc-là, à peu près moins 30 pour la France, et vous voyez, moins 24 pour l'Allemagne, etc., aurait dû provoquer une destruction d'emplois inédite aussi. Et vous voyez que globalement, on aurait dû, pour la France, détruire 9,4 millions d'emplois, dont 8,3 millions de salariés. Vous voyez. Or, au final, on aura au mois d'avril détruit que 200 000 emplois. Alors certes, on en a détruit aussi 500 000 au mois de mars. Donc au total, avril, pardon, on aura détruit 700 000 emplois. Mais vous voyez, 700 000 emplois, ça peut paraître gigantesque, mais on aurait dû en détruire à peu près 9,4 millions. Voyez, donc il y a eu tout de même des mesures qui ont été prises pour absorber ce choc et faire en sorte qu'on n'ait pas tout de suite une crise sociale extrêmement importante. Alors comment on l'a fait? On l'a fait énormément par, d'une part, les gardes d'enfants, donc on a mis ça dans l'assurance maladie dans un premier temps, et aussi essentiellement dans l'activité partielle. Et c'est ces dispositifs-là qui ont permis d'absorber en partie ce choc. Alors on voit que ces dispositifs d'activité partielle ou de garde d'enfants, on les a dans quasiment tous les pays européens. Et vous voyez que même, certes, on a eu le dispositif d'activité partielle le plus généreux, mais le Royaume-Uni est le pays qui a le plus utilisé en unité, c'est-à-dire en millions de personnes. Il y a quasiment 8 millions de Britanniques qui sont passés dans ce dispositif-là. Ça absorbe énormément le choc sur l'emploi. On voit une stratégie complètement différente aux États-Unis, où ce dispositif n'existe pas. Ils ont perdu tout de suite 22 millions de salariés. Vous voyez, tout de suite, le choc est immense sur l'emploi et donc le taux de chômage aux États-Unis a bondi tout de suite à 14%. Donc, vous voyez, a même dépassé la France en l'espace d'un mois et demi. Donc, c'est assez gigantesque. Ce que ça veut dire aussi, c'est que, attention, pour l'instant, tout ça est bien absorbé par les dispositifs d'activité partielle, mais jusqu'à quand ? Et donc, il est possible que si on lève petit à petit ce dispositif-là, dans les pays, les entreprises s'ajustent. Et donc, comment elles s'ajustent? En licenciant. Et donc, attention, il est possible que la crise sociale soit plutôt devant nous que derrière nous. Alors, où on en est aujourd'hui, donc vous voyez, globalement, il y a le déconfinement qui arrive. Donc, si je regarde les mêmes graphiques que tout à l'heure, donc ça y est, mon laser ne marche plus, donc je vais essayer de le retrouver, mais un peu de mal. Bon, tant pis. Non, je ne sais plus pourquoi il n'apparaît pas. Bon, alors peu importe. Mais vous voyez que le déconfinement apparaît progressivement et vous voyez que la France qui là est en jaune, il réapparaît d'un coup. Donc,
hop, pour redisparaître aussitôt. Bon, mais globalement, il y a bien le courbe jaune qui descend et vous voyez bien que la Suède qui remonte et le Royaume-Uni qui est le pays aujourd'hui qui est le plus confiné en termes d'intensité. Alors, si maintenant je passe aux données qui sont des données plutôt journalières, vous voyez que depuis qu'on déconfine en France, donc depuis le début du mois de mai, ça va mieux tout de même. Alors, quelles sont les variables que l'on regarde, nous, beaucoup? Il y a d'abord, on observe une reprise très forte de la mobilité, et donc vous voyez, même les Français prennent beaucoup plus leur voiture aujourd'hui et se déplacent beaucoup plus avec leur voiture qu'ils ne se déplaçaient avant le confinement. Alors, on avait quasiment retrouvé aussi la mobilité en transport en commun, et puis là, dans les dernières données, ça rebaisse, donc c'est assez cyclique. Pareil pour la mobilité à pied. On n'est pas encore complètement au niveau d'avant le confinement, mais on se déconfine très rapidement et notamment on retrouve cela aussi en Île-de-France. Autre élément que l'on regarde, c'est la consommation. Alors on utilise beaucoup les données maintenant de cartes bancaires et on observe que globalement on est revenu aussi à la normale en termes de consommation avec la carte bancaire, sauf dans 3 secteurs. Que sont les carburants, l'hébergement et la restauration. Donc, vous voyez que globalement, la consommation est quasi revenue à la normale si on prend les données de carte bancaire, donc qui sont les données en temps réel, sauf tout de même dans certaines poches. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines consommations qui ont dépassé la normale. Nous, aujourd'hui, l'évaluation que l'on fait au fin juin, c'est qu'on est aujourd'hui, on serait à moins 5% par rapport à la valeur normale, donc, alors qu'on était à moins 32, donc vous voyez qu'on revient relativement vite à la consommation précédente. Donc là aussi, ce n'est pas vrai dans tous les secteurs. Et là, vous voyez bien que dans l'hébergement et la restauration, on est très loin. C'est pareil ici pour des activités de service ou pour le transport et entreposage. Donc du coup, il y a de la consommation qui ne revient pas, mais dans la fabrication d'équipements électriques, etc., on est même au-dessus des valeurs traditionnelles. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il est très difficile, on peut faire la macro et dire qu'on n'est pas complètement revenu à la normale, mais ça liste beaucoup de disparités et des secteurs qui vont mieux qu'avant et d'autres qui vont beaucoup moins bien. Et donc, c'est ça qu'il faudra regarder de près. Donc, globalement, on constate que vous voyez, des secteurs comme la construction qui allait très très mal pendant le confinement, pendant les 8 semaines de confinement, là, pendant les semaines de déconfinement, reviennent progressivement à la normale. Aujourd'hui, on serait aux alentours de moins 8 dans la construction. Donc, c'est un retour progressif. Et donc, il y a des secteurs qui reviennent un peu moins vite, comme l'hébergement et la restauration, qui restent encore empêchés aux alentours de 40%. Donc, vous voyez que c'est plus la construction qui est l'élève modeste. Je passe là-dessus. Quand le gouvernement met tout ça dans ces modèles, ils nous disent, dans le dernier projet de loi de finances, qu'il va y avoir une récession à hauteur de moins 11 pour l'année 2020. Et vous voyez, on parle beaucoup de lettres aujourd'hui quand on parle de reprise économique. Est-ce que ça va être une reprise en V, en W là, vous avez la réponse, c'est une racine carrée. Vous voyez que globalement, ce que prévoit le gouvernement, c'est bien une chute, et cette chute va remonter. C'est bizarre que mon curseur disparaisse régulièrement. Bon, c'est pas grave, mais vous voyez que le rouge, ça ressemble plutôt à une racine carrée. C'est pas un V complet. C'est-à-dire que le pire, ça va être le deuxième trimestre. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui le premier trimestre. L'INSEE nous dit moins 5%. D'accord. Et globalement, le deuxième trimestre, ça va être le pire trimestre jamais observé dans l'histoire de l'économie française en temps de paix. Le moins 5, on l'avait obtenu une fois au cours de l'année 68, au moment des grandes grèves de 68, mais c'était moins 5. D'accord. Là, maintenant, le moins 21, si le gouvernement a raison, nous, on est plutôt sur moins 17. Bon, vous voyez, moins 17, moins 21, il y a une différence, mais globalement, ça va être un record absolu dans la récession. Mais il va y avoir un rebond. Et le rebond, du troisième trimestre, on devrait connaître plus 20%, enfin plus 22 d'après le gouvernement, plus 20 pour nous. Donc vous voyez, ça va être un rebond assez conséquent, mais ça ne va pas rattraper, ça ne va pas suffire à rattraper le premier semestre. Et vous voyez, en fin d'année 2020, là pour le coup, on est à peu près tous d'accord, il va nous manquer à peu près 5 points de PIB.
le gouvernement est plutôt sur -7, nous on est plutôt sur -5, mais on va moins produire en fin d'année 2020 que l'on produisait en fin d'année 2019. Il nous manquait à peu près 5 points de PIB, c'est pas rien, 5 points de PIB. D'accord. Et donc, la question que l'on doit se poser tout de suite après, c'est est-ce que le gouvernement a été optimiste ou pessimiste dans cette prévision-là? Quels sont les éléments qui pourraient faire changer ou évoluer ces perspectives? Alors, le premier, je vais passer vite, mais il faut l'avoir en tête. Aujourd'hui, le gouvernement est sur une hypothèse qu'il n'y aura pas de crise monétaire, c'est-à-dire une grande crise chez les émergents. Ce qui est une hypothèse qui n'est pas assurée. C'est-à-dire que là, on voit aujourd'hui l'épidémie, la pandémie est en train de reprendre de façon assez considérable, notamment en Amérique latine, mais aussi en Inde, dans un certain nombre de pays émergents. Et donc, il est possible que ça se transforme en crise dans ces pays-là et des crises conséquentes, notamment en termes monétaires. Bon, là, le gouvernement, à juste titre, dit que ce n'est pas leur problème dans le sens où il y a le G20, il y a le FMI, et il y a la Banque mondiale pour gérer ce type de problème. Ce n'est pas au gouvernement français. Donc, le gouvernement dit, bon, voilà, c'est ces institutions qui doivent le gérer et on va considérer qu'ils le font bien. Donc, il passe sur cet élément-là, mais qu'il faut quand même garder à l'esprit, ce n'est pas complètement gagné. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est est-ce qu'il va y avoir une crise financière ? Dit autrement, une crise bancaire. C'est-à-dire que, vous voyez, il va y avoir sans doute des faillites d'entreprises et il est possible que ces entreprises, si elles sont endettées, globalement, les banques qui supportaient cet endettement soient en grande difficulté si elles font faillite et qu'on retombe dans des ressorts de 2008 avec des banques aussi en faillite. Alors, pourquoi le gouvernement ne l'intègre pas et pourquoi je suis assez d'accord avec eux, c'est que globalement, les banques aujourd'hui sont dans une meilleure situation qu'en 2008 d'un point de vue des fonds propres. C'est-à-dire qu'elles avaient des grandes difficultés en 2008, elles en ont beaucoup moins aujourd'hui. Les fonds propres sont à des niveaux bien plus élevés qu'à l'époque, quel que soit le pays. Et aujourd'hui, lorsqu'on les fait passer des stress tests, vous voyez, aujourd'hui, typiquement, vous voyez, il y a un tout petit rebond de la probabilité de défaut des banques, mais ce que nous dit l'autorité des règlements de ces banques nous dit qu'en gros aujourd'hui, il y a 2 banques européennes qui feraient faillite, c'est 2 banques allemandes. Je vous conseille d'aller voir ce rapport. Alors, il ne donne pas le nom, bien entendu, mais on peut facilement les deviner ou enfin faire des prévisions. Mais globalement, vous voyez, on n'est pas comme en 2008. C'est-à-dire que les banques sont dans une meilleure situation financière et avec des autorités qui sont un peu plus à la manœuvre. Et dit autrement, aujourd'hui, avec les garanties de la Banque centrale et les garanties de l'État, les banques ont souvent ceinture et bretelles dans les pays européens. Et donc, allez, on va être d'accord avec le gouvernement. Aujourd'hui, le plus probable n'est pas un risque de faillite. D'ailleurs, les marchés financiers aujourd'hui, peut-être, surajustent parce que vous voyez, quand vous regardez la valorisation des bourses, aujourd'hui, on est quasiment revenu au niveau d'avant-crise en termes de valorisation. Donc là, peut-être que les marchés financiers surinterprètent finalement ce rebond. Alors pour eux, il n'y a pas de doute, c'est une reprise en V qui va avoir lieu. Et donc, globalement, on revient quasiment au niveau d'avant-crise. Peut-être que là, il y a... je ne dis pas une bulle, mais en tout cas un début de commencement de bulle qui se prépare. Et donc, il faudra peut-être s'attendre dans les prochains mois à une petite correction de ce point de vue-là. L'élément, là on va arriver sur les éléments qui sont un peu plus centraux sur les risques. Je pense que le risque qui n'est pas pris en compte par le gouvernement, c'est le risque de deuxième vague. Alors, vous voyez, c'est pas assuré qu'il y ait une deuxième vague, bien entendu, mais il y a vous voyez, si vous écoutez les équipes d'Harvard, il y aurait 4 vagues qui arriveraient d'ici 2021. Bon, vous voyez, rien n'est moins sûr, mais entre 4 vagues ou 0 vague, il y a quand même un petit aléa. Alors, ce qui est à peu près évident, c'est que s'il devait y avoir une deuxième vague, le confinement serait beaucoup, beaucoup moins dur que le confinement qu'on a connu. Et donc, je pense que globalement, la deuxième vague porterait non pas sur des fermetures de commerce, alors il est possible si c'est un cluster qu'on ferme un abattoir ou par-ci par-là, mais il n'y aurait pas la fermeture comme on l'a fait systématique des commerces non essentiels, mais que du coup globalement ce qui serait lié
cibler à ces confinements, à ce second confinement, ça serait sur les vulnérables, c'est-à-dire sur une certaine catégorie de population. Et ça, c'est extrêmement important à avoir en tête, c'est-à-dire que, vous voyez, en gros, globalement, allez-y, hein, si vous devez voir, allez voir vraiment ce décret du 5 mai 2020 qui donne avec précision, ou la loi du 25 avril, avec précision, tous les critères pour être considérés comme vulnérables. Et c'est-à-dire que si vous avez un de ces critères-là, vous allez voir votre médecin et il est obligé de vous arrêter. Plus, si vous êtes dans un foyer avec une personne vulnérable dans ce foyer, vous pouvez vous-même, même si vous n'êtes pas vulnérable, vous demander à être arrêté. Donc, il me semble que le prochain confinement, ça ne sera pas un choc de demande, mais ça sera uniquement un choc d'offres et d'offres de travail. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de salariés qui seront confinés et donc seront en arrêt maladie et ne pourront pas travailler. Alors, ça représente combien? Parce que vous voyez, tous ces critères, allez-y, hein, ça va, bien sûr, il y a l'âge qui compte, mais il y a vos antécédents cardiovasculaires, le diabète, etc. Il y a aussi l'IMC 30. Hein, vous voyez, si vous êtes, c'est l'obésité, enfin, l'obésité, vous voyez, IMC 30, on y est assez vite tout de même. Et donc, du coup, ça peut faire un certain nombre de personnes. Alors, on a tenté d'évaluer à l'OFCE. Vous voyez, ça fait en France métropolitaine, ça fait 12,6 millions de personnes directement concernées, mais ça, c'est les vulnérables. Et si on rajoute les personnes des cohabitants, ceux qui sont du foyer, vous rajoutez à peu près 9 millions de personnes supplémentaires. Donc, on est sur quasiment 22 millions de personnes qui seraient confinées. Donc, vous voyez, c'est pas rien non plus. Hein. Mais ça serait donc ciblé sur un certain nombre de catégories. Alors, quand je regarde pour le travail, si j'enlève donc toutes les personnes qui sont à la retraite, tous ceux qui sont dans l'inactivité, et que je me concentre uniquement sur les travailleurs, et les travailleurs qui ne peuvent pas télétravailler, oui, ça représente à peu près 4,8 millions, mais ça représente 2,8 millions de salariés. Donc, vous voyez, en gros, si j'enlève tout le monde et j'enlève aussi les cohabitants, donc je considère que je me concentre uniquement sur les vulnérables, ça fait à peu près 3 millions de salariés qui seraient empêchés d'aller travailler. Plus après, on pourrait rajouter ceux qui partagent le foyer. Donc, c'est un choc non négligeable. Voyez, et c'est peut-être à ça qu'il faut s'attendre, c'est-à-dire vous, employeur, avoir un certain nombre assez vite, s'il y a une deuxième vague, des salariés qui ne viendront pas travailler, donc il faudra soit les remplacer, soit faire sans. C'est un coût pour les finances publiques non négligeable, puisque ça représente aussi 3 milliards d'euros par mois. Donc, vous voyez, c'est négligeable. Alors, quand on discute avec le gouvernement, ils ont très peu de crainte de ce point de vue-là parce qu'ils pensent que le non-recours sera extrêmement important. C'est-à-dire que même quand vous êtes vulnérable, vous n'allez pas demander à être arrêté. Et donc, ils jouent beaucoup là-dessus en disant, bon, en fait, ça va être relativement mineur. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir ça en tête pour comprendre la deuxième vague, si deuxième vague il y a, par quel canal ça risque de passer. Si on rentre dans l'élément central, me semble-t-il, qui est un élément de très court terme, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a eu un coup des 8 semaines de confinement plus les 8 premières semaines de déconfinement, donc qui nous amène au 5 juillet. Donc il y a une partie qui a un peu de prévision, mais globalement, d'après nous, ces 16 semaines, ça a coûté 165 milliards d'euros à l'économie française. Et donc la question qu'il faut se poser tout de suite, c'est qui supporte ces 165 milliards d'euros liés à cette période depuis le début du confinement. Alors, quand on regarde de près, et ça c'est l'analyse qu'on en fait à l'OFCE, vous voyez, il y avait le discours du président qui nous disait coûte que coûte, c'est-à-dire que le coût complet sera pris à la charge des finances publiques. Quand on fait le travail le plus précisément possible, on ne retrouve pas le coût que coûte. C'est-à-dire que globalement, certes, les finances publiques prennent une grande part de ce coût, mais vous voyez, ils prennent 96 milliards sur les 165 milliards. Donc, ils prennent à peu près 60% de ce coût, mais ils laissent 40% aux acteurs privés dans ce coût-là. Et c'est qui les deux acteurs privés qui restent? C'est les ménages et ce sont les entreprises. Et donc, il est là, à mon sens, le principal enjeu pour les mois à venir. C'est-à-dire que, est-ce que les entreprises peuvent supporter un coût de 54 milliards d'euros lié uniquement aux 16 semaines? Vous voyez qu'en 16 semaines,
les entreprises ont perdu 54 milliards. 54 milliards, pour avoir un ordre de grandeur, le CICE annuel, c'était 20 milliards. Donc, ils ont perdu deux années et demie de CICE en l'espace de 16 semaines. Donc, vous voyez que ça va extrêmement vite. Et donc, bien sûr, les marges des entreprises ont chuté de plus de 2,5 points. Et on ne peut pas rester avec des marges aussi dégradées. Et puisque c'est hétérogène dans l'économie, il y a des entreprises qui ont perdu beaucoup plus que 2,5 points. Et donc, il faut s'attendre, s'il n'y a pas d'autres aides de la part du gouvernement, à des faillites en cascade. Et donc, ça, c'est un premier élément qu'il faut garder en tête. Il y aura des aides et des aides qui vont être plutôt sectorielles pour justement éviter qu'il y ait des faillites en cascade. Alors, le président nous avait dit qu'il n'y aurait pas de faillite. Bon, bien sûr qu'il y aura des faillites, mais il va falloir éviter au maximum les faillites d'entreprises qui sont vitales et qui étaient en bonne situation avant le Covid, et c'est le Covid qui les a fragilisés. Ça serait assez déplorable que ces entreprises fassent défaut. Dans une étude que l'on vient de publier, on envisage, nous, des taux de défaut, une augmentation de 80% des faillites par rapport à une situation normale. Donc, du coup, un coût pour l'emploi qui dépasserait les 250 000 emplois liés à ce mécanisme. Mais du côté des ménages, il va y aussi avoir un choc. Alors, le choc, il est différent. C'est-à-dire que les ménages perdent à peu près 14 milliards d'euros, donc ils ont perdu aussi en revenus, parce que même si on a mis l'activité partielle et de façon assez généreuse, l'activité partielle, ça ne vous assure pas 100% de votre revenu, puis vous avez perdu en heures supplémentaires, vous avez perdu en variables, donc il y a une perte de revenus qui s'élève à 14 milliards. Ce qui est très étonnant avec les ménages, et c'est pour ça que le gouvernement ne fera pas plus pour les ménages, c'est que en moyenne, ils ont certes perdu en revenus, mais ils ont beaucoup moins consommé que ces 14 milliards. Et donc, globalement, il y a une épargne qui s'est constituée, une épargne supplémentaire qui s'est constituée au cours de ces 16 semaines. Et nous, on l'évalue à 75 milliards d'euros. Donc, quand vous regardez aujourd'hui sur les comptes bancaires des ménages, il y a 75 milliards d'euros supplémentaires par rapport au début du mois de mars. Et donc, la grande question, c'est que vont faire les ménages de cette épargne supplémentaire? On était déjà un pays avec un taux d'épargne extrêmement élevé quand on se comparait aux autres pays européens. Et là, vous avez en plus 75 milliards d'euros. Vous voyez que globalement, aujourd'hui, on serait sur un taux d'épargne qui frôle les 20% du revenu. Alors, où est cette épargne? Elle est un peu partout dans les déciles de revenus, c'est-à-dire que bien sûr elle est plus concentrée dans les hauts revenus que dans les bas revenus. Donc les déciles les plus riches, bien sûr, ont une épargne qui représente plutôt 4 000 euros supplémentaires, mais vous voyez que même dans les déciles les plus bas, il y a eu une épargne qui s'est constituée. Alors bien sûr c'est des moyennes dans les déciles, c'est-à-dire qu'au sein des déciles il peut y avoir des perdants et des gagnants, mais il y a une épargne qui est un peu dans tous les déciles. Et quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous allez faire de cette épargne supplémentaire? Alors, ce sont des enquêtes, donc il faut y croire, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est d'observer que globalement, un peu plus de 20% décident de continuer à l'épargner. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la crise sanitaire n'est pas complètement achevée, que la crise économique est plutôt devant, donc il vaut mieux être plutôt prudents, et donc ils vont épargner ce qu'ils ont économisé au cours de cette période, mais ça veut dire que 80% pourraient être reconsommés. Vous voyez, 80%, 75 milliards, ça fait une somme extrêmement importante, et vous voyez que on est sur les ordres de grandeur, nous 75 milliards, très proches de ceux du gouvernement. Dans le dernier projet de loi de finances, le gouvernement, eux, sont sur 100 milliards d'épargne supplémentaire, et ils partent du principe que ces 100 milliards vont rester sur les comptes bancaires. Donc, vous voyez, il y a une hypothèse très pessimiste de la part du gouvernement, c'est que ces 100 milliards, les ménages ne vont pas les reconsommer ou ne vont pas investir dans les entreprises, ils vont juste les laisser sur leur compte bancaire ou sur un livret A, ce qui est sans doute une hypothèse un peu pessimiste quand on lit les enquêtes. Alors certes, on peut aller dans le sens du gouvernement quand on voit que le principal poste de consommation de cette épargne serait dans les loisirs et les vacances, au moment où justement c'est le secteur le plus empêché, mais globalement, les ménages devraient dépenser une partie de cette épargne, ce qui va permettre de relancer peut-être un peu plus vite l'activité que ce qu'avait envisagé le gouvernement de ce point de vue-là. Alors, ensuite,
il va y avoir un grand nombre de plans de relance. Donc là, le gouvernement a d'abord commencé par des plans de soutien, c'est-à-dire que, vous voyez, il y avait le feu à la maison, ils ont pris le Canadair et ils ont arrosé un peu partout. Alors, quitte à inonder un certain nombre de secteurs, mais avec l'idée qu'il vaut mieux patauger dans la boue plutôt que de mourir brûlé. Bon, et là, aujourd'hui, ils sont sur des plans un peu plus sectoriels, qui on va laisser patauger dans la boue et qui on va aider à sortir de cette situation et engluer dans les inondations. Alors, globalement, ce qu'il faut avoir en tête, donc il va y avoir un plan, on pourra en parler assez vite au mois de juillet uniquement sur l'emploi, mais ensuite, à la rentrée, il va y avoir des plans de relance. Alors, ils ont demandé en gros à deux économistes très célèbres, qui sont Jean Tirole et Olivier Blanchard, de constituer une équipe d'une vingtaine d'économistes pour faire des préconisations sur quel type d'investissement il faut stimuler dans l'avenir. Alors, la feuille de route, elle est assez large, hein, puisqu'on leur demande de faire des préconisations sur comment faire des investissements dans notre souveraineté médicale, faire des investissements dans notre souveraineté industrielle, dans la souveraineté numérique, cybersécurité européenne, dans la recherche et développement, dans la défense, et deux éléments qui sont les inégalités et le réchauffement climatique. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est, vous voyez, chaque fois, l'item commence par investissement. C'est-à-dire que globalement, on ne parlera plus de fonctionnement, on ne parlera plus de consommation, me semble-t-il, dans les plans de relance, en disant, mais oui, il y a une épargne, donc du coup, ça y est, on a fait ce qu'il fallait pour la consommation, mais on va faire sur l'investissement, et donc les secteurs vont être impactés par ces investissements supplémentaires qui proviennent de l'Europe, parce que l'Europe fait aussi un énorme plan d'investissement, plus de 750 milliards qui vont être injectés, plus ces nouveaux plans nationaux qui vont être injectés également. Alors, dans le plan vert, vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui tient la corde en Europe, c'est qu'on va faire énormément d'investissements. Alors, ce qui peut vous intéresser, c'est bien sûr sur la rénovation thermique. Ce qui est prévu, c'est en Europe à peu près 50 milliards d'euros d'investissement par an dans la rénovation des bâtiments, mais après, ça va être investir dans les énergies renouvelables, dans les réseaux électriques, dans les transports bas carbone. Donc, c'est à peu près tous ces secteurs-là aussi qui pourraient être stimulés par l'investissement qui proviennent de l'Europe ou au niveau national. Bon, je finirai par quand même deux éléments. Ça va coûter très cher tout ça. Donc forcément, les déficits vont exploser publics et la dette publique va également exploser. Et donc la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on va être comme en 2011 où globalement les déficits et la dette avaient très fortement augmenté suite à la crise des subprimes et donc on s'était engagé dans une austérité en Europe, augmentation des impôts, et vous voyez qu'aujourd'hui on parle encore d'augmentation, enfin, certains économistes parlent il va falloir augmenter l'imposition pour financer tout cela. Alors aujourd'hui, c'est pas le problème de très court terme. Vous voyez qu'aujourd'hui, est-ce que la dette publique est un problème ? Les marchés financiers nous disent que non. Alors, c'est quoi ce graphique ? Globalement, c'est le taux d'intérêt auquel lèvent les États à 10 ans. Vous voyez que d'abord, vous voyez bien le train baissier de ces taux d'intérêt. Et puis, vous voyez que pour la France, c'est le bleu ou l'Allemagne. Aujourd'hui, on lève à taux négatif. C'est ça qui est assez intéressant, ou ce graphique-là. Tiens, tout est bloqué, donc je n'ai pas mon dernier graphique. Hop. Si, voilà, le dernier graphique. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans le monde, vous avez 17 000 milliards de dollars qui sont injectés à taux négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les investisseurs payent pour avoir le droit de prêter aux États. Et donc les États aujourd'hui arrivent à lever très facilement de l'argent. Vous voyez quand c'est rouge, alors là c'est un code couleur qui est pas standard. C'est quand c'est rouge c'est plutôt bon. C'est quand c'est rouge c'est que vous levez à taux négatif. Vous voyez que la Suisse, l'Allemagne, le Japon, mais même la France lève jusqu'à 10 ans à taux négatif. C'est-à-dire que globalement chaque fois qu'ils empruntent de l'argent, on les paye, on paye l'État pour avoir le droit de prêter de l'argent, donc et tout ça à taux fixe, hein, c'est-à-dire que chaque année, lorsque vous empruntez à 10 ans, l'État français gagne un peu d'argent. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour lever de l'argent sur les marchés financiers quand je suis la France ou tous ces pays-là. Et les autres pays qui ont des problèmes le feront par l'Europe. C'est sans doute l'une des plus grosses avancées
de ce moment de crise de la Covid, c'est le plan Merkel-Hollande qui a été repris par la présidente van der Leyen et qui sera en discussion le 17 juillet. C'est-à-dire que globalement, on est en train de construire un budget européen conséquent d'à peu près 5 à 6 points de PIB européens et donc un endettement européen. Donc ça va permettre à un grand nombre de pays de pouvoir lever à des taux d'intérêt extrêmement faibles. Et du coup, c'est aussi la construction européenne qui se prépare et c'est un grand pas dans le fédéralisme européen de ce point de vue-là. Et puis, si ça ne suffit pas, il y a la Banque centrale européenne qui nous garantit pendant une dizaine d'années des taux d'intérêt faibles. Donc, on peut dire qu'on a une fenêtre d'à peu près 10 ans, 10-15 ans, où les taux d'intérêt vont rester faibles et donc où la dette publique n'est pas un vrai problème dans un premier temps, mais ce qu'il va falloir, c'est que donc c'est pas le niveau de la dette publique qui compte aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette dette publique, dans quoi on investit, et est-ce qu'on investit dans un actif qui est vital. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on change complètement de logique. Et donc, aujourd'hui, la dette publique ne sert pas à du fonctionnement, mais va servir à de l'investissement. Et donc, c'est un grand projet. Et là, selon les choix que l'on va faire, soit en Europe, soit en France, les secteurs vont repartir plus ou moins fortement. Je m'arrête là pour ma présentation, mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions. J'entends rien. Oui, alors moi j'ai quelques questions. On vient juste de m'ouvrir le micro, donc ça manque de réaction. Faut les excuser. Et pourtant elles sont à fond. Hein, mais 2-3 réflexions sur le rebond du troisième trimestre à plus 22%. On avait déjà parlé mi-avril. Il paraissait un peu illusoire, là, donc je ne sais pas si maintient malgré tout une baisse de PIB à moins 11. Si on n'arrive pas à faire ce plus 22, là, on risque d'avoir un PIB un peu dégradé à la fin de l'année. Alors oui, mais oui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est dommage que le curseur ne marche pas très bien, mais bon, tant pis, je ne vais pas insister. Mais là, vous le voyez, en fait, en gros, le plus 22, ça arrive à mon curseur. C'est-à-dire que c'est normal, on va descendre très bas, il est normal, mais vous voyez, un plus 22, ça veut dire qu'au troisième trimestre, on serait à peu près 9 points en dessous de 9% en dessous de la situation normale. Donc là, le plus 22, bon, si on fait moins 21, il est possible qu'on fasse plus 22. Vous voyez, c'est quand même relatif, c'est plus 22 par rapport au deuxième trimestre, mais puisque ça va être le pire deuxième trimestre qu'on ait jamais connu, bon, nous on est plutôt sur moins 17 que moins 21, et donc du coup on n'aura peut-être pas plus 22, mais on pourrait être à ce niveau-là. Donc en fait, aujourd'hui, il vaut mieux essayer de raisonner en niveau plutôt qu'en taux de croissance. Vous voyez, le niveau du troisième trimestre, d'après nous, on devrait être entre 7 et 8 points en dessous du niveau normal. D'accord. Et donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, ça veut dire que c'est un peu catastrophique. Hein. Vous voyez, même avec un plus 22, ça veut dire que globalement, macroéconomiquement, on va produire 8% de moins que la normale, que le très jeune, si vous voulez. Et donc, c'est pas un bon signal. Donc, c'est pas le plus 22 qu'il faut commenter, mais plutôt l'écart que l'on a par rapport à la normale. Et vous voyez, là, on ne peut pas rester longtemps. Vous voyez, les entreprises qui restent avec une demande qui est 8 à 10 points en dessous de la normale, si vous avez en plus un endettement qui augmente très fortement, la probabilité de faillite est extrêmement importante. Donc, moi, je pense que, voilà, il faut avoir plutôt ce schéma en tête. C'est pour ça que les courbes sont peut-être mieux que les diagrammes de ce point de vue-là, même si le gouvernement parlera de plus 22 en disant c'est le meilleur troisième trimestre que j'ai jamais observé, le niveau ne sera pas bon. Ok, vous avez évoqué le pétrole tout à l'heure, qui a plutôt tendance à augmenter en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les prévisions à moyen terme, là. Si vous avez des... Non, le pétrole, c'est vraiment pas un problème. Entre nous, enfin, vous voyez que normalement, vous voyez, on oublie, pendant la crise avant la crise des subprimes, le pétrole était à $120 le baril. $120 le baril, et on était remonté quasiment à ce niveau-là en 2011. Et donc tout le monde pensait qu'on était plutôt sur un train haussier. Aujourd'hui,
ou en tout cas avant la crise du Covid, on était plutôt sur des prévisions aux alentours de 60-65 $ le baril. Qu'est-ce qui a changé depuis les subprimes? Ce qui a changé, c'est essentiellement le pétrole de schiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont devenus les premiers producteurs de pétrole au monde avec le pétrole de schiste. Et vous voyez, globalement, il y a un équilibre qui a été trouvé entre l'OPEP d'un côté et les États-Unis de l'autre, c'est d'être dans une fourchette. Vous voyez, si le pétrole venait à augmenter trop fortement, vous voyez, ben ça va rentabiliser un grand nombre de puits de schiste américains qui sont rentables à 90 $. Vous avez un certain nombre de puits qui ne sont pas très rentables. Et donc, mais si le pétrole venait à passer les 85-90, alors il serait rentable et ils inonderaient le marché de pétrole. Et donc, l'Arabie Saoudite ne veut pas arriver à ces niveaux-là parce qu'ils veulent garder un pouvoir de marché. Et donc, le niveau aujourd'hui d'équilibre se situe aux alentours de 60, 65. Alors, on pourrait peut-être avoir un pic à 70, mais globalement, il faut avoir ça en tête. C'est qu'on va rester dans ces eaux-là. Alors, pour l'instant, on est en dessous. Bon, certes, on est un peu en hausse, mais on va progressivement revenir à un prix qui est aux alentours de 65 $ le baril. Mais, oui. Mais on n'y est pas complètement et globalement, on ne va jamais revenir sur des 120 comme on l'avait avant la crise des subprimes ou comme on l'avait en 2011. Donc, pour moi, ce n'est plus un vrai problème, le pétrole, d'un point de vue choc et perte de pouvoir d'achat pour les ménages français ou très forte augmentation des consommations intermédiaires pour les entreprises.